Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à votre émission hebdomadaire portant sur l'actualité nationale. Aujourd'hui, nous allons parler de Charles Blé Goudé qui rentre, on va dire, demain, si tout va bien, en Côte d'Ivoire après pratiquement plus de 8 années d'exil, pas tout à fait, en procès à La Haye, acquitté en temps par la CPI et finalement autorisé à rentrer il y a quelques mois de cela et qui décide de franchir le pas. Nous allons faire le tour de cette actualité avec Morgan Asogba Metonji. Je rappelle qu'il est analyste géopolitique et collaborateur à l'Institut de formation et de recherche pour la paix et la sécurité internationale. Bonsoir, Morgan. Bonsoir. En face, à Joël Ataï Gadegbe, expert en Bonsoir. gouvernance. Et si tout va bien, le troisième mousquetaire, Hamzat Abdoulaye. Peut-être nous rejoindra-t-il, consultant et analyste géopolitique. Alors, Blé Goudé, demain, si tout va bien, rentre en Côte d'Ivoire, accueilli par comment pas d'autorité, pas de dispositif spécial d'accueil. Il passe par les voies ordinaires, hein, comme tout arrivant, tout voyageur, mais accueilli par Simone Gbagbo, entre autres. Simone Oui, c'est déjà il faut dire que c'est pas une surprise que Simone Gbagbo décide de l'accueillir parce que il y a 6 mois environ ou 5 mois, lorsqu'on a eu l'opportunité d'écouter Blé Goudé, une question lui a été posée. Est-ce qu'on peut espérer qu'il fasse un rapprochement spécial avec le parti de Simone Gbagbo pour animer la vie politique en Côte d'Ivoire? Il a répondu que ce n'était pas exclu dans la mesure où son admiration pour Simone Gbagbo n'est pas quelque chose qu'il a caché, il a toujours admiré, et que cette perspective, malgré tout ce qui s'est passé, n'enlève pas les raisons pour lesquelles il a toujours admiré cette femme dans le dispositif politique de son pays. Et donc, voir cette dame aujourd'hui faire partie de ces rares personnes qui viendront l'accueillir montre que le paysage politique en Côte d'Ivoire est en train de se préparer. Et ce paysage politique voit une force de la jeunesse comme Blé Goudé fait son retour et s'allier à une femme qui n'est pas des moindres dans le paysage politique ivoirien, même si on l'adosse souvent à son ex-mari maintenant. Oui, non, justement, j'ai posé la question exprès, c'est en parallèle, en tout cas c'est disons, en comparaison avec Laurent qui ne viendra pas certainement. On sent qu'il y a déjà une distance, même si Blé Goudé dit qu'il ne se liguera jamais contre Laurent Gbagbo. On se serait attendu à ce que ce soit Laurent qui l'accueille, parce que ça a été son fils spirituel. C'est plutôt Simone. Laurent a eu également Guillaume comme fils spirituel. Lui soit passé de l'autre côté et se soit définitivement émancipé de son dernier père, Ouattara. Donc c'est dans l'air du temps que les enfants s'émancipent. Et donc au sortir de la solidarité que la prison, bien que le procès à La Haye a pu leur imposer, on voit bien que les intérêts ne sont plus tout à fait les mêmes. Et tant et si bien qu'à la création du nouveau parti africain, enfin, le nouveau parti de Laurent Gbagbo, Blé Goudé a cru devoir marquer sa différence. Et on l'attendait comme supplétif, mais bon. Et donc, ces années, apparemment, d'exil, de compagnonnage en prison, on ne les aura pas rapprochés sur la suite du combat. D'autant que le fils étant peut-être pressé de tuer le père. Et chacun sait les ambitions présidentielles que... Ou peut-être a-t-il trouvé un autre père? Qui sait? Les scènes politiques africaines sont très mouvantes. Et je vous le dis parce que certains essayent d'instiller dans le débat un certain rapprochement qui ne dit pas son nom avec Alassane Ouattara. Oui, tout est possible. Et on voit cette espèce de réconciliation, d'ouverture qui se fait au rythme voulu par Alassane Ouattara et lui seul. Et donc, c'est la grâce pour Gbagbo, donc avec l'épée de Damoclès qui ne pourra pas se présenter à la prochaine présidentielle parce que
c'est toujours objet de condamnation. La grâce n'effaçant pas une peine, au contraire de l'amnistie. Donc, son ami Laurent, voilà, la mauvaise depuis quelque temps. Son frère et ami Laurent, voyez-vous. Donc, les alliances sont très renversantes, et même au cœur du couple Gbagbo, Simone et Yvé, comme chacun aura vu. Mais à l'arrivée... Ça, c'est beaucoup plus sentimental. Oui, c'est pas que sentimental. Sentimental et politique. Sentimentalo-politique. Sentimentalo-politique. Mais à l'arrivée, c'est quand même une œuvre qui a été bâtie, qui se désagrège. L'ancien FPI, qui n'était pas rien en tant que force qui a pu se constituer et être parti, pour donner le change au grand PDCI, est en train de voler en éclats en une multitude de factions. Voilà, je reste avec vous pour poser une question, on va dire quelque peu, bon, pas piège, pas casse-cou. Peut-être est-ce le vrai ministre de la Réconciliation qui est rentré. En fait, quel est le couloir politique? On pense déjà, il a annoncé vouloir faire du champ de la réconciliation de sa bataille. Peut-être Blé Goudé, dans ce manteau-là de centre de la réconciliation, peut-être que c'est la lucarne politique toute faite qu'il puisse appenter ces prochaines années pour se repositionner. En tout cas, au minimum, c'est une mise à l'épreuve, d'autant qu'il est toujours sous le coup d'une condamnation de 20 ans d'emprisonnement. Donc là, il y a plus qu'un sursis qu'il doit pouvoir gérer. Et donc, si son passeport lui a été envoyé en cas, il y a quelques mois, ce n'est certainement pas sans quelques concessions, quelques accords sur la marche à suivre. On a vu tout le protocole qui a été mis en place pour son arrivée. Et donc c'est sous contrôle, c'est ordonné, c'est convenu. Et donc on verra si, chemin faisant, il saura se fondre dans cette étoffe d'homme de compromis, plutôt que de l'homme de la rupture, plutôt que l'homme des coups, l'homme de la rue. Est-ce qu'il va faire sa mutation en homme d'État? Attendons de voir. Voilà, attendons de voir surtout comment Guillaume Soro aussi va vivre. Tout cela, on en parlera tout à l'heure. Alors, cette option, c'est du pain béni pour Charles Blé Goudé, pour s'insérer, pour se réadapter. Centre de la réconciliation, on le sait, très truculent, c'est un ancien leader étudiant, il connaît les méthodes pour haranguer la foule, pour susciter de l'intérêt. Peut-être qu'on l'imagine dans quelques semaines faire toute la Côte d'Ivoire, se faire le centre de la réconciliation. Peut-être qu'il y a une lucarne politique là toute faite pour s'imposer sur la scène, parce que ne soyons pas naïfs, c'est l'enjeu de ce retour. Il ne va pas rester dans un coin ou se réinscrire à la fac, je ne sais pas. L'existence de cette opportunité ou cette lucarne politique est réelle, mais la question qu'on devrait se poser, c'est de savoir si l'individu est prêt à saisir cette lucarne politique. Et pour répondre à cette question, il faut simplement se référer à ses propres propos et à sa philosophie, son idéologie. D'après les interviews qu'il a eu à donner, il est quelqu'un qui estime que lorsque vous faites partie de l'opposition, vous avez le devoir de rester dans cette opposition pour faire des critiques constructives. Et donc, s'il lui était donné l'opportunité de se retrouver dans un contexte de promotion de la paix et de la réconciliation, qu'il ne souhaiterait pas changer ce rôle et qu'il allait forcément s'inscrire dans cette dynamique de rester dans l'opposition et de faire des critiques constructives. Maintenant, l'autre question qu'on peut se poser, c'est la pesanteur des négociations qui ont pu exister et qui le permettent de revenir en Côte d'Ivoire et de ne pas être inquiété par rapport à cette condamnation de 20 ans qui pèse sur lui. Parce que la façon dont les négociations ont été menées jusque-là nous laisse à croire
qu'il sera en Côte d'Ivoire et que cette question des 20 ans d'emprisonnement ne pourra pas faire surface. Bon, en même temps, il y a un précédent, celui lié à Laurent Gbagbo pour la casse de la BCEAO. Il y a beaucoup d'autres procédures qui ont été mises sous boisseau. Oui, c'est justement cela. À quel prix? Au niveau de Laurent Gbagbo, on peut s'entendre aujourd'hui pour dire que la possibilité de se présenter en tant que candidat à une élection présidentielle est exclue simplement parce qu'au lieu de l'amnistie, on a plutôt parlé de la grâce. Ouais. Peut-être c'est le deal, peut-être ce n'est pas une évidence, ça peut être le deal. Maintenant, au niveau de Blé Goudé, qui est suffisamment jeune et qui est dans une dynamique de briguer la magistrature suprême un jour et qui déjà, dès le départ, ne faisait pas partie forcément du FPI de Gbagbo, qui avait son mouvement, et il a insisté sur le fait qu'il est resté toujours dans une dynamique de collaboration avec M. Gbagbo et non dans une dynamique de suivi d'un mouvement politique initié par ce dernier, et qu'il avait quand même beaucoup plus d'admiration pour son ex-femme, Simone Gbagbo, plutôt que M. Gbagbo. Et donc ce serait très difficile pour Blé Goudé de se retrouver dans un calcul politique où il se range, il revient en Côte d'Ivoire, rejoint le leadership en place au détriment de sa dynamique d'opposition pour le développement de sa communauté. Donc c'est un calcul politique possible, mais fortement improbable lorsqu'on regarde les objectifs ou la vision. Ok. Voilà, l'autre question, c'est par rapport, parce que c'est une question qui coule de source, qu'en est-il aujourd'hui de Guillaume Soro? C'est le dernier Mohican qui reste en dehors des frontières ivoiriennes, en tout cas quand on parle, si on doit considérer les pesanteurs politiques, c'est le dernier dont la question n'est pas encore tranchée. Comment vous appréhendez son sort? Il faut dire que sur ce même plateau, je pense qu'on analysait il n'y a pas si longtemps que ça la capacité des trois mastodontes à pouvoir continuer d'animer la vie politique en Côte d'Ivoire. Et ce deal qu'ils semblent avoir eu, lorsqu'ils se sont rencontrés, ils ont dit que c'était une rencontre amicale, mais qui nous a, fraternelle, qui nous a montré que apparemment on semble écarter toute possibilité de voir certains parmi eux, pour ne pas dire tous les trois, se représenter à une nouvelle élection présidentielle. Et donc, il se pose la question de la relève. Et qui dit relève en matière d'animation de la vie politique, voit tout de suite deux jeunes, Blé Goudé et Guillaume Soro. Blé Goudé quittait la Côte d'Ivoire parce qu'il était sous le coup d'une... Encore que vous allez faire beaucoup de fâchés à cause de ça, même s'ils n'ont pas mené une rébellion, ils n'ont pas été dans cette guerre fratricide. Il y a la classe biberon, on va dire, en griffe du PDCI, les Billons, vous allez au RDR, il y a beaucoup du PDCI, Tano, il y a beaucoup de grands cadres qui pourraient légitimement, et vous oubliez aussi l'ex-patron du Crédit Suisse qui est rentré, qui est un Thiam, qui a été pratiquement anobli, qui quand même fait des sorties, se met pratiquement en position. Aujourd'hui, ce n'est plus un secret, qui se met en position pour la relève. Voilà. Vous savez, vous-même, vous l'avez souligné, ce sont des personnes qui, naturellement, la capacité, ils sont qualifiés pour pouvoir se présenter. Mais ce qu'ils n'ont pas, et que ces deux que je viens de citer ont, c'est l'influence capitale politique. Quand vous prenez un Blé Goudé aujourd'hui, il a une influence capitale politique et peut compétir sans pouvoir être obligé d'aller vers certaines négociations. Et quand vous prenez Guillaume Soro, qui n'est pas forcément aujourd'hui en Côte d'Ivoire, mais il continue quand même d'avoir cette influence. Et donc, aujourd'hui, la question du retour de Guillaume Soro va se poser, parce que c'est un Ivoirien comme tous les autres. Il y a eu des événements qui ont montré que ce soit Guillaume Soro, Blé Goudé, Laurent Gbagbo et même l'actuel président Ouattara ont une part de responsabilité dans les cours des événements, c'est-à-dire chacun avait un poste de responsabilité et donc par ricochet a une part de responsabilité dans tout ce qui s'est passé. Si nous avons tous ces acteurs présents en Côte d'Ivoire, les personnes ou les acteurs politiques qui se reconnaissent ou s'identifient avec Guillaume Soro vont exiger aussi de poser les vraies questions
qu'en est-il de Guillaume Soro? Il faudrait qu'on puisse permettre aussi à Guillaume Soro de revenir en Côte d'Ivoire et toutes les négociations vont commencer par se faire. Qu'en est-il de Guillaume Soro? Je vous pose la question et si d'autres y répondent. Je ne saurais où il se trouve, premièrement. Je pense qu'il va être quelque part en Europe. Oui, quoique sous mandat d'arrêt international, on se demande comment il arrive à passer entre les mailles du filet. Les chancelleries occidentales ne sont pas très pressées d'exécuter ce mandat. Même la France a quelque chose contre lui. Bon, donc c'est aussi une forme de monnaie d'échange pour certainement avoir son asservissement ou en tout cas le gagner comme allié pour la suite des événements, puisqu'il est susceptible de compter, selon ce que M. Assogba vient de démontrer. Mais peut-être qu'on leur prête trop, et ces deux jeunes turbulents-là, qui ont agité les campus. Mais, bon, pas que les campus. Hein. Oui, bon, ils ont eu un pied dans l'appareil d'État. Guillaume Soro, au contraire de Blé-Goudé, plusieurs fois ministre, président de l'Assemblée nationale, chef de guerre, chef de rébellion. C'est déjà une carrière fort riche. Très donc, ils vont être courtisés et ils vont continuer de l'être. Mais tant qu'il s'agira également de mettre un peu la force de la subversion dans le jeu. Mais si ce n'est pas ça qui est à l'ordre du jour, ils auront moins d'atouts. Et donc, c'est les bébés RHDP, PDC et autres là qui vont essayer de récupérer l'héritage. Est-ce que ça va se passer comme un long fleuve tranquille? Nul ne le sait. Peut-être au-delà de tout ça, sans vouloir vous interrompre, peut-être que la Côte d'Ivoire aura besoin peut-être d'un président en griffe normal, du type Thiam, sans antécédents. Sans aspérité, voilà, on se dit sur les grandes questions économiques, de développement, entre Ouattara, ancien vice-directeur du Fonds monétaire international, Thiam, qui est dans la finance internationale, qui a dirigé les plus grandes firmes à l'échelle internationale. Qui continue d'être courtisé même par l'Occident. L'Occident, on peut se dire qu'il y a quand même il peut se retrouver sur beaucoup de points. Ce serait l'arrangement de la finance internationale. En gros, plus le blanc-seing des notabilités. C'est vrai que M. Thiam remplit à peu près toutes les cases. Il coche pratiquement toutes les cases. Ça, c'est intéressant. Mais c'est une course de fond, éventuellement. Donc, on a vu d'autres qui ont été annoncés et qui ont disparu de la scène en temps. Et ça dépendra de la force de M. Ouattara sur les 2-3 prochaines années pour commencer à imposer cette idée-là comme possible. Et ça dépendra de l'irrédentisme de la gauche ivoirienne ou bien de l'ancienne opposition. Laquelle gauche? Le FPI de Afine grosso modo. Non, l'ensemble de cette famille-là, parce que même si elle a éclaté aujourd'hui, il est évident que pour pouvoir gagner, il faut qu'elle fasse son argumento, qu'elle se réunisse et créer une nouvelle dynamique vers la victoire. Mais autour de qui? Ça, c'est pas encore décidé. Donc, c'est ça la part d'inconnu. Et M. Blé-Goudé, Mme Simone et Yves Gbagbo ont des tempéraments qui sont compatibles. Bon, mais ça ne suffit pas pour contrôler un appareil d'État, pour fédérer autour de soi les indécis et autres. Donc, est-ce que M. Blé-Goudé va céder à ce qu'il sait faire le mieux, haranguer les foules et titiller les instincts les plus primaires, chez les populations, chez les jeunes surtout, chasser le naturel, il pourrait revenir. Donc, il y a beaucoup d'inconnus encore. Et il peut avoir pris un bon départ maintenant, et avec ses nouveaux habits d'homme de réconciliation, comme il peut s'égarer en chemin et retourner à ses amours de toujours. Donc 8 années à la haie, 8 années d'assaise. Ça ne suffit pas. Ne pourrait pas avoir changé, n'aurait pas suffi à changer l'homme. Non, et il faut ajouter 3 autres, pour ne pas dire 4 autres années, parce que là, ça fait au moins 12 pratiquement. On se retrouve autour de 12.
Vous savez, quand M. Gbagbo est revenu en Côte d'Ivoire, ou bien quand il a été libéré, finalement acquitté, on lui a posé la question de savoir est-ce que il n'est pas assez des gens âgés pour se lancer encore dans la bataille politique. Mais il a répondu que non. Il est un acteur politique et il n'a jamais renoncé à sa mission d'apporter quelque chose à son pays. Et je me demande comment est-ce qu'on peut espérer que ces années aient changé la ferveur d'un jeune comme Blé Goudé qui, contrairement à M. Gbagbo, a encore toute la ferveur de sa jeunesse de son côté et son ambition reste intacte. Et donc je me dis que les années ont peut-être permis à chacun de s'améliorer dans ce qu'ils savent faire le plus, parce qu'ils avaient le temps à leur disposition. Oui, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Se préparer, et donc je me dis que les jours à venir ou les années à venir vont nous montrer un paysage assez intéressant, plus ou moins tumultueux, on ne sait pas encore, voilà, mais assez intéressant. Pour revenir à ceux qui sont bien pressentis, permettez-moi de le dire. Lorsqu'on regarde la chose sous un angle purement quelles sont les capacités des individus ou leur aptitude à pouvoir diriger, on peut dire qu'ils ont des chances. Mais la réalité des événements politiques nous ont montré qu'il ne s'agit pas d'avoir un bon profil pour être apte à diriger, mais qu'il faut pouvoir faire le jeu politique. Et quand on parle de jeu politique aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est très clair. Les trois mastodontes qui ont cette influence et qui sont en train de partir, ils ont laissé place à des jeunes qui semblent avoir suffisamment grugé ce capital politique-là d'influence dans la société. Et ces deux jeunes restent et demeurent les champions, oui, Soro et Blé Goudé, à qui vient maintenant s'ajouter Dame Simone Gbagbo, qui aussi a su, pendant toutes ces années, avoir un capital politique assez important. Et donc, la question qui va se poser, c'est si on maintient Soro en dehors du cadre politique pour les prochaines élections, qu'est-ce qui va se passer si d'aventure Simone Gbagbo se mettait avec Blé Goudé et que du côté du camp de M. Ouattara, on n'arrive pas à trouver cette personne-là qui puisse incarner l'unité autour de ce camp? Parce qu'il faut rappeler que M. Ouattara a bel et bien dit que c'était un sacrifice. Et s'il faut croire à ce sacrifice et à tout ce qui va avec, ça signifie que en dehors de lui, actuellement, dans ce camp-là où il y a tous ces jeunes, il n'y a personne qui puisse maintenir l'unité et la dynamique politique dans laquelle il se retrouve. Et ça, c'est la grosse question qu'on doit se poser. Voilà. Autre chose à rajouter? Bon, peut-être un coup de force pour bouleverser les cartes. Je ne l'appelle pas de mes voeux. Vous faites l'apologie de... Mais non, ça fait partie des éventualités. Oui. Et ça peut aider à redistribuer les cartes. Et qui sait, vu la tendance de la sous-région, si M. Ouattara perd la main, il est possible qu'il y ait une poussée du côté de l'armée. Voilà. On ne le souhaite pas. Mais espérons que la Côte d'Ivoire, parce qu'il faut que je le dise, parce que espérons que la Côte d'Ivoire ne bascule pas comme le Mali, le Burkina, parce que ça introduirait la sous-région dans un cycle, peut-être qu'on a un cycle, on va dire, néfaste pour la suite. Voilà, juste quelques mots en parlant de coup de force. On va rapidement aller en Guinée, donner voilà, juste un avis sur ce qui se passe. Apparemment, le procès du 28 septembre qui est censé faire la lumière sur le massacre de ces femmes, le viol de ces femmes, donc un procès normalement devant avoir une teneur dramatique parce que la question est sérieuse. Apparemment, ça tourne au spectacle avec en toile de fond l'acteur principal, le fameux Toumba, qui livre tous les secrets. Apparemment, en Guinée, c'est devenu comme on suit une série télé, les télénovelas, c'est un succès médiatique. C'est un succès médiatique.
Mais est-ce que quand on y regarde de près, est-ce qu'on n'est pas très loin en fait de l'objet du 28 septembre? Apparemment, c'est entre Toumba et Pivi et Dadis qui a fait quoi, qui a tiré sur qui croit... Qui a pleuré, qui n'a pas pleuré. Là, pour le coup, c'est... Oui, ça nous donne malheureusement une piètre image. Certains de nos États ont pu être gérés au continu de l'être. Ce spectacle des institutions, parce que la justice guinéenne même pose problème dans sa tenue. Le président de ce tribunal s'en sort à peu près bien. Quelques rares avocats. Ouais. Donc, on se demande si... Oui, des avocats qui ne semblent pas connaître les dossiers, les avocats qui attaquent la fleur au fusil sans faire probant, dans tous les sens. Donc ça laisse songeur sur l'état de la justice en Guinée. Et on l'a vu avec les secrets qui ont été dévoilés s'agissant de la prise de pouvoir de Dadis Camara, même de ce qui a suivi quand on voit Pivi. Exactement, de ce qui se passe même dans sa chambre. Karaté, tels qu'ils ont été intégrés dans l'armée, des grades fantaisistes. C'est pire qu'une armée mexicaine, quoi. Donc... je prie que la Guinée ne retrouve encore ce genre d'épisode d'abord, parce que la suite pourrait être encore plus dramatique pour les populations. Oui, vous avez parlé à juste titre de ces viols, de ces violences, de ces voies de fait qui ont eu lieu en 2009 sous Dadis Camara. Est-ce que la Guinée en a tiré vraiment toutes les leçons? Et peut-être qu'avec le colonel Doumbouya, il y a un petit mieux, mais j'ai peur que la Guinée soit encore là avec ses vieux démons et que Sékou Touré ricane depuis sa tombe. Et on peut sourire avec cette artiste nigérienne qui a pris Toumba pour son idole, qui a composé une chanson à sa gloire et déclare sa flamme pour le premier Guinéen à l'image de Toumba qu'elle pourrait rencontrer. Voilà. Donc, où sommes-nous? Voilà, j'ai envie de vous poser, où sont ces femmes mortes, où sont ces femmes violées exactement? Parce que quand on suit le procès depuis le début, on a l'impression que l'objet du procès en lui-même est secondaire et les exploits sportifs, les exploits mystiques des uns et des autres sont l'objet aujourd'hui WhatsApp aidant, la télé aidant, parce que c'est diffusé en direct en Guinée, mais on a l'impression jusque-là que c'est entre le procès aujourd'hui, c'est entre Toumba et le colonel Pivi qui dit la vérité, avec Dadis Camara en toile de fond, exactement. Il y a peut-être quelque chose de malsain qui est en train de se dérouler sous nos yeux. Alors, est-ce que quelque chose de malsain... Et la question ethnique qui est plus que jamais... Qui est omniprésente. Omniprésente. C'est justement... Entre les Peuls, les Malinqués, les Soussous, les Forestiers, ça revient à tout bout de champ. Oui, cela nous montre déjà, comme l'a dit M. Ataï, qu'il y a un problème par rapport à ce qu'est la justice en Guinée. Mais j'irai plus loin. Je dirais qu'il y a un problème par rapport à la société guinéenne, dans son essence et dans ce qui la caractérise aujourd'hui. Les questions ethniques et les questions d'aptitude des leaders de cette société à réellement mettre au cœur de leur discussion le bien-être du peuple guinéen. Parce qu'on est passé très loin du bien-être du peuple guinéen, mais cela s'explique pourquoi? Parce qu'il y a des questions de fond qui n'ont jamais été réglées en Guinée et qui restent et demeurent d'actualité au détriment de ces questions dramatiques. Au fait, le drame en lui-même n'est pas à l'ordre du jour comme on l'aurait souhaité. Ce qui est à l'ordre du jour, c'est la société guinéenne dans sa dimension la plus difficile à saisir. Il s'agit de quoi? Il s'agit de comment est-ce que les Guinéens ont décidé d'animer la vie ou la gestion de la chose publique en Guinée. Et on se rend compte, et c'est ce qui peut-être fait aujourd'hui, disons, le poids de M. Doumbouya, qu'il y a une nouvelle dynamique de gestion de la chose publique qui veut s'installer, mais que cette dynamique de gestion de la chose publique aura du mal si
on n'arrive pas à mettre sur le tapis la question de juger la dynamique qui a précédé. Et donc, en dehors de cette question du drame, il faudrait que la question de la corruption à laquelle M. Doumbouya s'est attaqué, et souvent on a vu des analystes critiquer cela, que ce n'est pas l'objectif de la transition, mais on se rend compte que cette question va permettre de remettre à sa place tous ceux qui ont pu faire des crimes contre la société guinéenne et peut-être nous amener à nous intéresser beaucoup plus à la question criminelle. Parce que à la fin de ce procès, on aura du mal, et c'est ce qui se dessine, à mettre la main sur qui sont responsables. Parce que la question ne se pose pas concrètement sur les bonnes bases. On a du mal à savoir qui a donné l'ordre de faire quoi et comment. Et donc, à qui revient la responsabilité de tout ce qui s'est passé. Monsieur Toumba, il va avoir sa responsabilité probablement dégagée. Donc, il a de fortes chances qu'il ne soit pas retenu coupable. Lui, il a tiré dans la tête de Dadis Camara à raison. À raison, oui. Et vous voyez, c'est pas que tirer, il a achevé de ses mains. Voilà. De ses rivaux. C'est vraiment pertinent. Il en sort comme un héros. Un héros. Peut-être que c'est le plus inquiétant. Donc on va s'arrêter là. Mais il n'empêche, la classe politique est où finalement? Et une partie est à l'étranger, interfère avec ce procès en termes de... essaie de choisir son camp ou pas. Et puis finalement, et pour faire le lien avec Doumbouya, et se tient quoi à l'étranger parce que ce Doumbouya est là à les attendre pour rendre compte de leur gestion. On revient encore à la question de la reddition de compte, de la responsabilité. Exactement. Cette classe politique-là de civils est-elle réellement apte à prendre le relais à la fin de la transition qu'on appelle de toutes parts? Franchement, pour les élections ne sont pas la solution pour ces pays-là. Transition dont nous sommes partie prenante parce que notre médiateur. Le médiateur qui essaye de ménager la chèvre et le fou. Et le dialogue politique qui a été ouvert hier a été boycotté par une forte partie de la classe politique. Bon, gageons en tout cas que la Guinée réinvente. Je souhaite bon courage parce que ce n'est pas tellement facile. Mais bon, s'il réussit, c'est en l'honneur du Bénin. Mais bon, gageons qu'il va réussir. Il a le talent pour. On a besoin d'une Guinée plus rayonnante. Si vous permettez, je pense que la dynamique dans laquelle s'inscrit Doumbouya pour ces questions de corruption est une dynamique qui sera hautement constructive. Parce que le peuple guinéen a besoin d'avoir confiance. Il a besoin d'installer la crédibilité. Je pense que c'est une bonne dynamique. Dans le même temps, si on considère que ce procès, il y a la chancellerie qui pourra intervenir pour recadrer un peu les choses. Peut-être que le pouvoir a peut-être intérêt ou peut-être se dit qu'il y a un intérêt à laisser aller à la, on va dire, pipolisation de ce procès, quitte à décider au bout du compte de punir tel ou tel autre, parce que peut-être on invitera nos téléspectateurs à suivre, c'est disponible sur YouTube au jour le jour, mais on n'a pas vraiment l'impression qu'on fasse le procès de centaines de personnes et surtout des femmes tuées qui ont été violées. On suivra ce sujet avec intérêt, on fera le compte d'ici là. Et puis merci beaucoup Morgane Assogbo-Ametonji. Je rappelle que vous êtes consultant, analyste géopolitique, collaborateur à l'Institut de formation et de recherche pour la paix et la sécurité internationale. Joël Ataï Ketegui, expert en gouvernance. Au bout du compte, Hamzat Abdoulaye nous aura fait faux bon. On lui posera la question la prochaine fois. Merci à vous toutes et tous qui nous avez suivis. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres développements de l'actualité internationale.